Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast où on prend un verre en jasant de géomatique. Avec moi, mon fidèle co-animateur Jonathan. Salut tout le monde. Comment ça va, Jonathan? Ça va super bien, merci toi. Ouais, ça va. Je te demanderai pas comment a été ta semaine parce que je sais qu'elle a été chargée. Ouais, ben ok, je te demanderai pas non plus. Donc, hey, Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires cette semaine? Ben, toujours nos partenaires officiels, ABTech pour le service, dans le fond, toute la location, vente d'équipements d'arpentage, que ce soit de toute la gamme Leica, également les solutions logicielles. Scanner, station totale, GPS, etc., etc., etc. Et on a toujours Balise avec notre ambassadeur de la géomatique québécoise, Luc Vaillancourt, H4G Géomatique également, puis l'agence Coda. Eh bien, merci pour les commandites. Et Jonathan, cette semaine... les commandites. Moi, je suis un petit peu excité, là, parce que on reçoit Nicolas Delfond de chez Anagraph. Salut, Nicolas. Yeah, salut Nicolas. Monsieur. Je suis excité aussi. Bon, santé. Hey, santé, merci d'avoir merci. accepté notre invitation, Merci. d'être sur le hot seat. En passant, je suis excité aussi parce que j'aime beaucoup parler immobilier, urbanisme. Je pense que tu y touches un peu. Yes. Mais on va quand même On y va commencer par le commencement. On y va avec notre structure traditionnelle. Nicolas, comment t'es rentré dans le monde de la géomatique? Tu viens d'où? Puis c'est quoi ton parcours? Moi, je viens... Bon, mon accent le trahit. J'ai grandi dans une petite ville dans les Alpes, en France. Okay. Ah ouais, laquelle? Gap, ça s'appelle. C'est Okay. dans les Alpes du Sud, là, proche de la Suisse, l'Italie. Okay. Fait que j'ai grandi là et à 18 ans, je suis parti étudier à Grenoble, donc une autre ville au milieu des montagnes. D'abord en génie informatique, donc j'ai comme un bac en génie informatique. Puis à un moment, je me suis dit que je voulais pas passer ma vie devant un ordinateur, puis que j'avais besoin de travailler en plein air. Je travaillais dans des stations de ski, je faisais quand même énormément de plein air. Fait que je m'étais dit, faut que je me trouve une job dehors. Puis il y avait un IUP, donc une espèce de formation d'ingénieur pour travailler dans les milieux de la montagne. Et pour y aller, il fallait avoir soit un diplôme en biologie ou en géographie. Fait que je suis parti from scratch. J'ai commencé à travailler, à étudier un bac en géographie, donc à l'université de géographie alpine. Okay. Et pendant mon parcours, j'ai découvert les SIG. C'était pas vraiment une formation de géomaticien, mais il y avait des cours de géomatique. Donc je me suis rendu compte qu'avec mon background en développement logiciel, plus mes compétences en géographie, je pouvais marier les deux. Ouais. Donc j'ai fini par une maîtrise en urbanisme, aménagement du territoire en milieu montagnard. Ah ouais, OK. Wow, Fait que OK. j'ai fait ma maîtrise, je l'ai terminée au Liban. Donc j'ai travaillé à Beyrouth pendant 1 an, à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, où j'étais responsable de tout ce qui était plan de prévention, risque naturel autour de Beyrouth. C'était une méchante expérience de terrain pour aller collecter du data sur tout ce qui était le milieu naturel, le milieu démographique à Beyrouth. C'était quoi les défis un peu? C'est que le data n'existait pas. Okay. Le dernier recensement au Liban datait il y a plus de 100 ans. Il n'y a plus le droit de faire de recensement au Liban à cause du contexte politique. Ah ouais, Puis ok. donc il fallait scraper des données à partir de l'électricité du Liban, des poteaux qui étaient piratés. C'était quand même assez intense pour collecter du data. Puis au niveau des données du terrain, il y avait quasiment rien qui existait. Fait que c'était super intéressant de commencer là-dedans un peu dans le rough, là. Et fait que c'est ça le parcours. Ensuite, je suis retourné en France très rapidement. Je travaillais pour Navtech, qui est aujourd'hui Here. Ouais, donc, ok. qui était, c'était à l'époque, il y avait Téléatlas, Navtech, qui produisait des données pour les GPS. Donc, je faisais de la gestion de base de données pour cette entreprise-là. Et je travaillais pour des municipalités. Puis, avec ma conjointe de l'époque, on avait 25 ans, on se disait on ne veut pas rester forcément en France. Donc, il y avait possibilité d'émigrer au Canada. Donc, le plan de match, c'était de rester 6 mois à Montréal, puis de partir ensuite dans l'Ouest. OK. Puis, j'ai trouvé de la job en 24 heures. Donc, Wow. j'ai travaillé comme géomaticien pour Nature Action Québec. Je suis Ah resté ouais. là-bas, donc je faisais toute la gestion de la donnée géospatiale chez Nature Action Québec pour la conservation du milieu naturel. Et je suis resté là 4 ans. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans chez Figis comme chargé de projet pour les projets en télécom. Puis, dans l'équipe de Manon, dans le fond? ouais, c'est ça. ok. J'étais le bras droit de Manon Blackburn sous Claude Levasseur. Ouais. Je vais un peu expliquer aussi pourquoi. Après, je me suis lancé en entrepreneuriat, mais c'est toutes ces rencontres-là qui forgent un petit peu
l'idée d'intégrer la communauté géospatiale du Québec, puis d'essayer de l'amener ailleurs. Donc voilà, après ces 4 ans chez Figis, j'ai eu mon premier enfant. Okay. Et puis donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre le congé parental pendant 1 an. Donc j'ai pris un break pendant 1 an pour reposer le cerveau, réfléchir à ce que je voulais faire. Puis le jour où l'IS est rentré à la garderie, je suis allé poser ma démission chez Figis, puis je me suis assis dans un café, puis j'ai créé le site web d'Anagraph. Mais c'est quoi qui a spark pour que tu aies fait? Au départ, c'était quoi l'objectif d'Anagraph? Qu'est-ce que ça veut dire Anagraph aussi? C'est intéressant. Le mot Anagraph, c'est marrant, c'est comme un vieux mot pour dire data en grec. Oh, d'accord. Puis pour moi, c'était ana pour analyse, puis graphe, c'est comme le mot pour visualisation. Ouais. Okay? Puis pour moi, la donnée géospatiale ou la cartographie, c'est une visualisation de données. Et malheureusement, souvent, en tant que cartographe, en tant que géomaticien, on se restreint à vouloir faire des cartes tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps le meilleur véhicule pour passer un message. Donc l'idée, c'était de créer un studio d'intelligence géographique hyper créatif, hyper innovant, pour nous donner un ballpark d'innovation, de recherche et développement, pour tester des technologies, pour accompagner des clients dans l'intégration des données spatiales, puis d'arriver à mettre en place de nouvelles technologies chez eux. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Puis dans les expériences que j'avais, puis quand je voyais le Québec ou le Canada aller sur la scène internationale dans le monde du géospatial, je trouvais qu'il y avait énormément de ressources humaines hyper fortes, une expertise super forte avec les universités qui existent ici. Mais je trouvais que les entreprises, ça manquait un peu de créativité puis d'innovation. Moi, j'ai toujours été drivé par ça, par la créativité, par l'innovation, par le monde open source d'une manière générale. Puis je trouvais que ça manquait. Il y avait quelques business à l'époque. Tu avais Spatialytics qui était là, il y avait MapGear qui est toujours là. Ouais. Mais je ne trouvais pas mon compte là-dedans, donc j'ai décidé de partir un peu tout seul. Puis rapidement, j'ai rencontré des collaborateurs qui fait que ça fait 7 ans maintenant que ça roule. Okay. Est-ce que tu trouves que... Vas-y. Ah ben non, vas-y. Est-ce que tu trouves que les géographes et les géomatiens font des belles cartes? Non. Les cartographes font des belles cartes. C'est pas ceux qui font les plus belles cartes. Non, ouais. C'est les designers. En fait, c'est une question piège parce que moi, je me tue à dire aux collègues, là, puis les géographes, puis aux géomatiens, là, faire une carte, c'est un art. Okay? Ouais. Ça s'apprend, ça se pratique, mais il faut pas négliger ce côté-là. On parle de communication ici. Exact. Fait que, tu sais, tes couleurs, là, fais-les agencer. C'est pour ça que nous, on a engagé des graphistes. Tu comprends? C'est clair. Nous, on laisse plus ça dans les mains des géomaticiens, on laisse ça dans les mains des graphistes. Puis ils l'apprennent pas assez dans les universités. J'étais à une conférence au Geodata Days en France il y a mi-septembre. Puis il y avait une conférence plénière qui était donnée par 2... Il y en avait un qui était géomaticien à la base, mais c'est devenu des journalistes de données. Donc lui et sa conjointe, qui font des cartes pour les Échos, pour Le Monde, etc., mais qui font des choses tripantes, basées sur des travaux, inspirés des cartographes du Moyen-Âge ou du 19e ou début 20e, qui faisaient du travail à la main qui était hallucinant, puis qui arrivent à créer du contenu qui est incroyable pour faire passer justement ces messages-là. Puis moi, j'étais beaucoup baigné dans le monde. À l'époque, quand j'étais au Liban, même quand j'étais à Grenoble, je finançais mes études en faisant du VJing, en faisant du motion design. Donc, j'ai toujours été baigné dans le monde de la culture, de l'art numérique d'une manière générale. Puis, en m'entourant aussi de ces gens-là, je voyais un petit peu la finesse que tu pouvais avoir pour n'importe quel type de contenu. Puis après, le journalisme de données et la data viz est arrivé. Puis, on voyait aussi des choses complètement flyées qui se faisaient. Puis, la carte, c'est un truc hyper sensible. Ça parle aux gens. Vraiment, les gens adorent les cartes. Ouais. Et maintenant, ce qui est le fun, c'est que c'est rendu de plus en plus accessible. Donc, il y a justement, ça peut être des analystes, des data scientists, peu importe, mais aussi des illustrateurs, des graphistes qui travaillent de plus en plus avec ce médium-là, puis qui arrivent à faire des choses super incroyables, que ce soit en papier, que ce soit pour des cartes statiques, ou même, on a vu des plateformes web, avec le moteur de Google Earth, par exemple, qui font des choses hallucinantes en 2D, en 3D. Fait que c'est pas forcément les géomaticiens qui produisent ça. Les géomaticiens sont super bons pour produire le data, mais le output, quand tu le donnes dans les mains d'experts
qui ont des expertises complémentaires, ça peut donner des rendus hallucinants. Là. C'est un outil puissant, une carte. Là. Tu sais, moi, je pense juste, justement, tu parles beaucoup de journalisme de données puis ces choses-là, tu sais, puis une librairie qui est super populaire en visualisation de données, c'est Détroit, là. Puis Détroit, ça vient de... C'est un journaliste de données qui a parti ça, puis c'est cool, là, ce qu'ils sont capables de faire. La librairie a fait des symbologies? C'est pour faire des graphiques, justement, il y a un peu de géospatial, là. C'est pas principalement du géospatial, mais l'idée, c'est vraiment de permettre de faire de visualisations donc avec ton data, pour faire, mais c'est ça, c'est une librairie qui est assez bas niveau, qui te permet de faire ce genre de représentation-là. Donc on voit beaucoup, tu sais, quand tu regardes des trucs de Radio-Canada, du Devoir, où il y a beaucoup de data qui parlent, il y a tout le temps du Détroit derrière. Puis, il y en a plusieurs, des comme ça, là, TriJS aussi, qui permet de faire des choses en WebGL, en 3D, c'est un beau... Il y a un bel écosystème actuellement là, pour faire des trucs funky, je trouve, autant 3D, autant... Puis, tu sais, je trouve aussi les technologies de rendering, tu sais, sont quand même... On n'est plus dans le WMS ou dans ces choses-là de l'époque. Ah ben oui, j'avoue. Hein. Puis il y a une chose aussi, c'est que les logiciels GIS bureautiques sont pas faits non plus pour faire des choses... C'est compliqué de faire des choses super belles aussi, tu sais. Quand tu le balances dans un Illustrator, dans un Photoshop, tu vas avoir un autre type de rendu. Donc c'est dur aussi pour les géomaticiens d'être créatifs quand tu es un peu limité par l'outil. Il y a des plugins, je pense, peut-être pas pour QGIS par exemple. Il y a des plugins pour QGIS, un peu comme... C'est quoi le plugin là, que tu peux... avec QGIS, avec ArcMap, ou ArcGIS que tu as, là, que tu peux faire le pont justement avec tout ce qui est... Map Publisher, tu veux dire, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a des passerelles, mais il faut basculer de l'autre côté. Passerelles, exactement. Puis, fait que là, dans le fond, tu pars en agraphe. L'idée, c'est de partir, un studio créatif. J'imagine que ça vient un peu avec une philosophie je sais pas, est-ce que tu libères du temps pour tes employés pour qu'ils travaillent sur des projets perso? C'est quoi, comment tu mets ça en branle? C'était vraiment l'idée d'avoir ce terrain de jeu pour nous permettre d'explorer, d'expérimenter des affaires. Donc au départ, j'étais tout seul, travailleur autonome, puis il y a Martin Ouellette que j'avais rencontré dans le monde de l'OSGeo au Québec, que j'ai réussi à séduire pour qu'il vienne m'accompagner un an pendant une année sabbatique. Donc on était deux, puis on travaillait à chaque fois. Ça a été ça pendant les premières années. Quand on embauchait une ressource, quand on embauchait une personne, c'était travailler 50% sur un mandat livrable, et puis 50% c'est du temps de création pour la business. Donc on va tester des affaires en utilisant des données ouvertes, en utilisant des nouvelles technologies, puis on va s'en servir pour créer du contenu, pour se faire connaître. Donc c'était pas mal ça le départ, de pouvoir avoir ce terrain de jeu pour pouvoir expérimenter des affaires. Puis à chaque fois, donc, on avait un nouveau mandat, une nouvelle ressource, etc., etc. Donc on a eu après Jean-Denis Giguère, qui est devenu mon associé, qui a embarqué dans l'équipe. Puis donc voilà, de fil en aiguille, maintenant on est rendu 9 personnes dans l'entreprise. Puis il y a un équilibre annuel, donc il y a des moments où on est à 100% sur nos clients, puis on n'a pas le temps de faire de la R&D, puis il y a d'autres périodes dans l'année où c'est plus creux et où on peut le faire. Donc on a toujours cette culture d'entreprise d'innover, de tester. Parfois c'est nos clients qui nous demandent de le faire parce qu'on est dans des environnements un peu inconnus, surtout dans le monde du big data où les technologies sont encore assez immatures, donc il faut expérimenter avec eux, faire de la R&D avec eux. Mais c'est dans la mission d'Anagraph, là, de rester innovant, donc de toujours avoir cet espace pour créer. Puis maintenant, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont hyper brillants dans l'équipe. Donc, au début, je générais beaucoup d'idées, mais maintenant, c'est comme je les laisse aller pour que ça soit eux qui génèrent les projets, qui génèrent les idées, puis ils ont des meilleures idées que moi. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. Puis, moi, j'ai voulu créer une business, c'est un peu dans le monde startup, pour aussi tester des trucs un peu organisationnels. Moi, le 9 à 5, c'était impossible de travailler pour moi en 9 à 5. Je m'ennuyais, je n'étais pas productif à des moments. Ça ne marche pas, moi, à long terme. J'ai besoin d'avoir des pics de travail, j'ai besoin d'avoir des vacances. Fait que je voulais aussi donner cet espace-là
aux gens qui ont envie de travailler comme ça. Ok. Donc c'est comme si on a un petit Zodiac dans un océan, là. Puis c'est un Ouais. peu ça une start-up, là. Des fois, il y a une tempête, des fois, l'océan, il est calme, mais on est capable de naviguer assez rapidement grâce à cet espace-là. Puis il faut avoir des gens qui sont à l'aise de vivre aussi dans cette insécurité ou ce C'est pas tout le mini-chaos. monde, hein? Non, c'est pas tout le monde. Puis on l'a vu, il y a des gens pour qui ça fit pas, il y a des Ouais. gens pour qui c'est des poissons dans l'eau. Fait que c'est... Mais voilà, maintenant on a appris à savoir qui c'est qui va fitter dans l'équipe, puis ensuite on va les former sur ce sur quoi on travaille là. Mais voilà, il y avait aussi toute cette culture organisationnelle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai parti la business, j'ai quitté Montréal. Ça m'a donné cet espace pour pouvoir quitter la ville et aller m'établir dans les Laurentides. Puis les gens avec qui je travaillais, c'était un peu ça aussi. Tu sais, mon associé est à Cowansville, on a quelqu'un qui est au BC, on avait quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Donc tout le monde peut travailler un peu de n'importe où et travaille un peu avec la flexibilité qu'il a envie. Ok. Donc on travaille 4 jours par semaine, Ah théoriquement. ouais? T'as rentré le 4 jours semaine? Ouais. Depuis le début? Non, ça on l'a fait, on a commencé ça en janvier. Wow! C'est 4 jours semaine, combien d'heures Mais c'est 32 heures, 32 mais en gros heures, c'est ça qui est le 4 jours. fun, c'est qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est Dans le ça. sens que, mettons que tu as 1664 heures à faire dans ton année, arrange-toi avec ça. Ah Ok. ouais? Donc, T'arrives à tenir... Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette discipline-là, puis des fois, ça peut partir un peu Mais, tu sais, à moi, l'ouest, si on veut. Ouais, ben en fait, tu sais, moi je le constate un petit peu, tu sais. Ouais. Tu sais, supposons, si t'as des... En tout cas, c'est plate ce que je vais dire, là, mais si t'as des employés de, tu sais, comme autonomes, tu sais, comme impliqués, disciplinés, tu sais, t'es capable de leur donner aucune marge de manœuvre, puis à la limite, ce genre d'employés-là, ils vont partir, puis comme tu dis, tu sais, ils vont t'arriver avec des idées, genre. Ouais. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui cadre dans ce que tu proposes, absolument pas. Ouais. mais si t'as les gens qui cadrent là-dedans, c'est le meilleur des environnements, là. Moi, pour mon expérience personnelle, là, je leur dis, gérez vos heures, c'est correct, mais je leur donne un warning. Pas dans le sens, c'est pas un warning, genre, fais tes heures, mais je veux que tu fasses ça. Non, pas dans ce sens-là. Je leur dis, il faut quand même que tu aies une structure, parce que si tu commences à te perdre là-dedans, puis que tu peux te perdre vraiment solide, surtout aux jeunes que je dis ça. Parce que moi, personnellement, quand j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de sortir de mes heures. Maintenant, je fais un 9 à 5. Carrément, je fais un 9 à 5. Parce que c'est là-dedans, même un 5 à... Je fais un 5 à 5, en fait. Même que 5, 6 à 5. Mais c'est là-dedans que je suis capable de me discipliner. J'ai besoin de cette structure-là. Fait que je pense que chaque personne est différente. Mais où est-ce que tu as appris l'entrepreneuriat? Est-ce que tu crois que tu avais la fibre entrepreneuriale ou est-ce que tu l'as appris sur le tas? Est-ce Non, que tu t'es formé un peu? Oui. Je savais depuis... J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, j'ai toujours un peu créé des affaires. Je le savais déjà à l'université que j'allais créer un truc dans le GIS. À l'époque, Ok. c'était pour moi, j'allais créer un logiciel GIS. Internet n'existait quasiment pas, à l'époque. Je savais que j'allais partir un truc un jour. Puis, je savais pas quand. Mais c'est vraiment le coup de pied, ça a été d'avoir un enfant. De prendre ce temps-là. Puis j'avais déjà une main qui était lâchée. J'étais plus dans mes opérations quotidiennes. Et j'avais juste à lâcher la deuxième. Sans prendre énormément de risques, sachant qu'on est dans les technologies, donc tu n'es pas en train de t'acheter une bâtisse ou whatever. Là, c'est prends ton laptop puis va tester des affaires. Puis je me suis formé à Montréal. Au Québec, d'une manière générale, il y a quand même énormément d'aide pour soutenir l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, j'avais eu une bourse qui s'appelait Soutien aux travailleurs autonomes, qui te donne comme un 25 000 pièces pour une année et qui te permet de te former. Tu as un cours à chaque semaine sur l'entrepreneuriat d'une manière générale, comment runner ta business, etc., etc. Donc, la première année, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'ai gagné des concours entrepreneuriaux et j'ai accédé à des cohortes de start-up. OK. Donc, mais la plus grosse chance qu'on a eue, c'est qu'on a gagné le concours entrepreneurial de Adopt Inc., qui a été lancé par Nicolas Duvernois, c'est le gars de Pure Vodka, Romeo's Gin, Anne Marcotte, puis Philippe de Gaspé-Beaubien. Puis, donc, ils avaient sélectionné 25 entrepreneurs parmi 400 candidats. Puis donc, on faisait partie des 25. Puis, sur ces 25 entrepreneurs-là, ils ont sélectionné 5 pour être directement mentorés par
une grosse personnalité au Québec, et avec une bourse de 25 000 pièces. Et là, je l'ai gagné. Et donc, j'ai eu du coaching de Philippe de Gaspé-Beaubien pendant toute une année. Et ça a été game changer parce que ça nous a ouvert des portes à un réseau. Ça nous a amené aussi à parler à des gens à un autre niveau. Là. On parle de multimillionnaires qui brassent des projets complètement différents. Donc, toi, tu es dans ta start-up, ta petite entreprise, mais tu jases avec des gens qui sont à 20 000 pieds. Fait que ça te permet aussi de relativiser des affaires, de se faire rentrer dedans. C'est bon d'avoir cet équilibre-là, parce que des fois, ils ont des super bons conseils, des fois, c'est comme ça n'a rien à voir avec notre réalité, mais c'était super intéressant. Puis après, j'avais aussi gagné le concours entrepreneurial AC de Montréal. Pareil, ils avaient sélectionné 25 entrepreneurs. Fait que tout ça, là, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs qui n'étaient absolument pas dans le domaine du géospatial, parce qu'il n'y en avait pas dans ces cohortes-là. Mais j'ai aussi senti l'intérêt. Parce que si on était sélectionné, là, c'était juste que le projet qu'on leur proposait, de parler d'intelligence géographique, de parler du travail des données, de data science, d'intelligence artificielle, ça les faisait capoter parce qu'ils voyaient très bien le potentiel que ça pouvait avoir pour leurs entreprises de manière générale, puis pour le Québec, le Canada d'une manière. Mais ce que tu pitchais, là, c'était du service en géo-intelligence? Oui. Ah ouais, puis ça, parce que, tu sais... En tout cas, moi, pour l'avoir vu un peu, pour avoir évolué un peu là, dans les trucs, dans ces affaires-là, souvent, ils veulent du produit. Là, fait que, tu sais, quand t'arrives avec une compagnie de services, souvent, ils sont comme... Avec des mensualités, genre. Non, mais tu sais... Des plans mensuels. Tu sais, comme... Pour eux, t'es comme juste une gang de salariés. Tu sais, t'es pas en train de être un game changer. Fait que c'est quand même intéressant que tu aies réussi à packager ça pour qu'ils trouvent ça... Mais tu sais, après, on est un peu malin aussi. Tu sais, tu leur vends ce qu'ils ont envie d'entendre, entre guillemets. Et puis, tu sais, nous, on n'est clairement pas... Tu sais, des fois, je me définis comme une start-up parce qu'on est une jeune entreprise et une petite entreprise, mais clairement, on n'a pas... le profil où on crée un produit puis on va essayer de le scaler pour des millions d'utilisateurs. On sait que dans notre objectif, ça va être de pivoter vers un produit à un moment. Mais c'est pour ça que l'espace qu'on a en R&D, il est tout le temps de créer plein d'affaires. Quitte à se planter, on va se planter plein de fois et à un moment, on va scorer puis ça va marcher. Puis donc, on le sait qu'on va le faire, ce passage-là vers le produit. Puis quand tu pitches, ben voilà, on pitchait les différents projets qu'on avait fait avec des clients. Puis directement, ça leur permettait de voir le potentiel. Puis effectivement, au fur et à mesure, il y a des produits qui se développent puis qu'on est capable de commercialiser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la business, c'est 95% service. Il y a une petite partie produit qu'on licencie. Puis on espère que cette part-là va grandir, mais on ne se met pas de pression par rapport à ça. Là. Fait que là, vous avez quelques ballons quand même qui ont été lancés pour tester le produit. Ouais, ben en fait, on en a fait plusieurs des produits. Okay. Le premier gros produit qu'on a lancé il y a 2 ou 3 ans avant la pandémie, c'était un petit moteur de géomarketing pour Shopify qui te permettait de... n'importe quelle boutique qui faisait du commerce en ligne était capable, donc en activant ce plugin-là, de géocoder l'ensemble de ses clients. Puis on faisait de l'analyse géomarketing en faisant de l'étude de similarité de clients en utilisant les données démographiques. Donc on était capable de dire, bon, ben, dans tel secteur, tu as une forte proportion de personnes avec tel type de revenus, puis ton taux de pénétration ailleurs, il est plus faible, donc tu devrais aller faire du placement publicitaire là. Donc ça, c'est ce genre de choses-là qu'on a fait. Mais à chaque fois que tu développes un produit, ben, en fait, tu développes des petites briques qui vont pouvoir être réutilisées par autre chose. Donc là, on est en train de développer d'autres suites de produits dérivés de ce premier produit-là qu'on a abandonné en début d'année. Mais donc c'est ça, tu sais, on continue toujours à le faire. Mais c'est ça, c'est la partie service qui nous permet de vivre aujourd'hui et de nous donner cet espace pour tester des affaires. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un modèle qui est quand même courant, là, c'est-à-dire que, tu sais, tu pars en service parce que, veux pas, c'est ce qui est facile à intégrer, puis, tu sais, éventuellement... C'est drôle, c'est des discussions que j'ai eues avec Luc Vaillancourt, justement, beaucoup. Là. C'est avec lui qu'il faut avoir ces discussions-là, d'ailleurs. Mais tu sais, qui te dit, ah ouais, tu sais, comme, ouais, tu pars en... Il dit... Tu fais des burgers, là. Fait que là, il dit, tu peux vendre des burgers, ça, c'est ton service, mais là, après ça, tu peux vendre ton pain, tes boulettes et tout, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, puis l'idée de ça, c'était... Tu sais, il y a un côté risqué d'être entrepreneur,
Puis moi, j'ai des enfants en bas âge. Fait que, tu sais, je voulais pas tout risquer, mettre mes billes dans un produit qui, tu le sais pas si ça va marcher ou pas. Là. Puis j'avais pas envie de jouer la game des investisseurs non plus. Donc, tu sais, tout a été bootstrappé. Donc, c'était juste du cash personnel et du cash qu'on a réussi à avoir par des bourses, puis par des emprunts, ensuite par des subventions. Est-ce que tu y allais un peu all-in, genre je pense que c'est une bonne idée, ou est-ce que tu avais quand même certains monitoring, tu faisais des études de marché, des trucs comme ça? Oui, oui, clairement. Justement, dans la phase d'accompagnement en entrepreneuriat, tu les fais tes études de marché, puis tu vois un peu comment ça peut rouler. Mais les premières années, tu as 3 mois de vision devant toi. Tu as du cash pour payer des gens sur 2 semaines ou 3 mois, puis tu croises les doigts pour que ça arrive. Là, aujourd'hui, on est dans une autre game, on est capable de prévoir à plus long terme. Mais c'était quand même tough le départ, là, de se dire... Mais bon, encore une fois, il y a un risque qui existe, mais... Tu sais, au pire, si ça plante, ou si ça plantait, ou si ça va planter, on va retomber sur nos pattes, tu sais, je veux dire, on trouvera une job ailleurs, on va lancer notre business, c'est pas très très grave, on n'a pas investi des millions de dollars. Hein. Ouais, c'est ça, puis tu sais, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, veux pas, vous vendez de la haute expertise, fait que, tu sais, si demain matin ça marche plus, ben votre haute expertise elle reste valide quand même n'importe où. T'sais. On est nos meilleurs actifs. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de nous autres. Non, mais c'est vrai, on est nos meilleurs actifs. C'est la section RH du podcast. Genre, non, mais je dis ça souvent, tu sais, il faut à d'autres entrepreneurs. Écoute, t'es ton meilleur actif, prends soin de toi. Là. Ouais. Je vois du monde là, qui se tue à l'ouvrage, là. Mais quand tu vas t'être tué à l'ouvrage bien comme il faut, mais... ta business va planter aussi. Ouais, c'est clair. C'est comme, puis après, tu pourras pas te relever puis faire d'autres business ou aller travailler. On a été chanceux, je veux dire. Dès le début, il y a des gens qui nous ont fait confiance. On a eu des mandats assez rapidement avec la ville de Montréal. Notre plus gros client, qui s'appelle Olameter, qui nous suit depuis le début, nous a fait confiance au départ. Puis, c'était ça qui était le plus difficile au départ. Là. De sortir un petit peu, personne nous connaissait. Ben, forcément, personne ne nous connaissait. Moi, en tant que tel, c'était l'image. L'entrepreneur, c'est l'image de la business. Ouais. Puis mon réseau, il était existant, mais j'étais encore assez non reconnu dans le milieu de la géomatique ou dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, tu sais, ça a été beaucoup de travail d'arriver à se faire connaître. Puis maintenant, depuis récemment, tu sais, c'est les gens qui nous appellent maintenant. Avant, c'était beaucoup, fallait lancer des lignes, puis aller essayer d'inventer des projets, créer des projets pour des gens, etc., etc. Maintenant, ce qui est le fun, c'est que les gens nous connaissent, puis nous appellent et comprennent mieux ce qu'on fait pour pouvoir leur offrir des services. C'est quand même on est en meilleure position aujourd'hui là, qu'il y a 4 ans. Tu sais. Donc, Anagraph résonne définitivement. Ben, on espère. Ouais. On espère. Ben, je pense qu'en termes d'intelligence géospatiale, vous avez un petit edge. Là, Ouais, mais tu sais, nous, notre mission, vision, c'est d'être leader de l'innovation géospatiale au Canada. Tu sais, donc, depuis le départ, on est un peu des geeks, clairement. Donc, on est allé vers les technologies qui, pour nous, étaient les technologies d'avenir. Donc, on n'a jamais joué dans les Esri, ArcGIS. Pour nous, c'était déjà un peu du passé, entre guillemets. C'est qu'on voyait déjà d'autres joueurs débarquer aux États-Unis, principalement, puis on s'est collé à eux. C'est quand Mapbox a débarqué, quand Carto a débarqué, puis qu'ils ont commencé à inventer la tuile vectorielle il y a presque 10 ans. Là, c'était il y a presque 10 ans. Ouais. Quand ils ont commencé à inventer ça, moi, j'étais encore en train de faire des map files, des WMS avec GeoServer, avec MapServer. Puis un jour, j'étais dans un hackathon. Je mentorais des gens pour produire une carte web. Puis je leur dis, bon, ben voilà, le chemin, c'est d'installer un MapServer, c'est d'aller mettre OpenLayers derrière. Puis un gars qui est arrivé en 5 minutes, il m'a fait une carte avec des millions de points. Puis je fais, comment t'as fait ça? Il me fait, bah, tu sais, il y a un truc qui s'appelle Mapbox, puis... avec un format qui s'appelle la tuile vectorielle. Je fais, voyons donc, tu sais. En tant que géomaticien, je connaissais pas ça, puis c'était un informaticien qui débarque. Puis là, tu sais, pour moi, ça a vraiment été un bon coup de pied, encore une fois, c'est de me dire, OK, c'est pas moi et mes connaissances en géomatique qui vont changer la game. Il va falloir que je me nourrisse des designers, des développeurs, des data scientists, parce qu'ils vont avoir un regard extérieur qui vont nous amener ailleurs. Et tu sais, on regardait ça. Moi, j'utilisais beaucoup de Tableau comme outil d'intelligence d'affaires pour mes projets qui ne nécessitaient pas forcément de la carto.
Puis quand tu regardes le développement d'outils comme Tableau aujourd'hui, ben, ça fait quasiment la même chose qu'en GIS. Fait que, tu sais, nous, on a toujours regardé ça en se disant, OK, c'est quoi, nous, les produits, les logiciels qui sont utilisés par les géomaticiens, mais qu'est-ce qui existe autour? Tu sais, garder vraiment le radar ouvert parce qu'il y a une vague qui arrive derrière toi, là, puis tu la vois pas venir. Puis clairement, le monde du BI, le monde de la science de données d'une manière générale, arrive avec des nouvelles technologies, des nouveaux outils, puis il y a toujours eu un gap entre l'intégration de ces plateformes-là au niveau TI et l'intégration géospatiale. PostgreSQL est arrivé, le temps qu'il y a eu PostGIS qui se développe, ça a quand même pris un bout là. Maintenant, cet écart, il est en train de se réduire. Quand Snowflake, ils sortent leurs produits, assez rapidement, ils développent un module géospatial derrière. Donc, tu sais, nous, on vient vraiment scanner ce que les TI sont en train de faire, parce qu'eux, ils avancent vite, mais il faut que nous, on soit collés à eux, parce que forcément, ils vont développer des modules géospatiaux, puis donc les gens qui vont utiliser ces nouvelles technos-là, ils vont avoir besoin d'intégrer le géospatial à un moment. Fait que c'est une game, là, de toujours essayer de garder le scanner allumé, de faire de la veille, puis d'avoir le flair, tu sais, pour dire, OK, ça, il y a tellement d'ébullition dans le domaine de l'info nuagique en ce moment, d'arriver à se dire, est-ce que j'investis dans celle-ci, est-ce que j'investis dans celle-là, parce qu'il y a encore de la consolidation à faire. Fait que c'est hyper excitant. Mais voilà, il y a toujours un petit risque à essayer de voir où est-ce que la vague, elle s'en va, là. Mais c'est intéressant, tu sais. Puis est-ce que à l'interne, est-ce que votre veille technologique, vous l'amortissez ou vous avez des contrats qui vous amènent à faire de la veille technologique ou Ouais. vous avez des contrats qui vous permettent ah ouais, c'est cool ça. Oui, mais surtout dans le monde de l'info nuagique. Donc, je parlais de Snowflake, il y a d'autres choses comme Databricks ou TileDB. C'est comme des nouveaux joueurs. Tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que ces écosystèmes-là existent dans l'environnement AWS, Google Cloud ou Azure, là. Puis, les grandes entreprises ont déjà migré. La Covid, elle a fait vraiment beaucoup là-dedans, dans cette transformation numérique et cette migration vers l'info nuagique. Donc, c'est les TI qui pilotent principalement les choix architecturaux, les choix technologiques. Donc, eux, ils ont fait ces choix-là déjà de basculer dans ces environnements-là. Et à un moment, les gens qui doivent jouer avec la donnée géospatiale se retrouvent avec ça, puis perdent peut-être des fonctionnalités qu'ils avaient l'habitude d'utiliser dans du PostGIS, par exemple. Fait que il faut la faire, la R&D, parce qu'il faut soit développer les modules qui n'existent pas, les inventer réellement. Là. Quand tu te brasses des milliards de data dans de l'info nuagique, un moteur qui te permet de faire ça d'une manière géospatiale, ça n'existe pas encore, ou alors c'est hyper immature. Là, tu sais, des Sedona, tout le monde de Spark, c'est encore hyper embryonnaire, donc il faut forcément faire de la R&D. Puis on a des clients qui nous disent vous êtes le laboratoire d'innovation géospatiale, fait que on va vous engager pour tester des affaires. Puis mais à côté de ça, on en absorbe aussi effectivement pas mal là, pour nos projets internes. OK. Fait que, tu parlais de Spark puis de tout ça. Vous êtes principalement dans le Google Cloud Platform ou vous êtes agnostique par rapport à ça, un peu d'Amazon, un peu d'Azure? Ouais, c'est la même chose partout. Il y a des petites différences, mais que tu déploies tes affaires dans Amazon, dans Google ou dans Azure, c'est à peu près la même chose. C'est des Docker avec des technologies. Après, il y a des choses hyper spécifiques. C'est par exemple Amazon, ils ont une BD qui s'appelle Aurora, qui est un PostGIS serverless, qui est capable de rouler. Google Cloud n'a pas ça. Ils ont un BigQuery, par exemple, qui va le faire d'une manière différente. Azure, ils ont encore un autre modèle. Donc, il faut s'adapter à ces spécificités-là. C'est par exemple Aurora, ce fameux PostGIS serverless, c'est un PostGIS, mais il lui manque quelques extensions comme du H3 ou du routing, des affaires de même. Fait que tu dis, là, si vous êtes sur AWS, avec Aurora, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir passer à autre chose. BigQuery, il a aussi ses autres avantages, inconvénients. Donc voilà, on est agnostique, mais on s'adapte en fonction de là où le client a décidé d'aller. Là. Okay. Les trois fonctionnent anyway super bien. Là. Puis, point de vue, fait que là, tu sais, dans le fond, vous, j'imagine que vous faites toute la chaîne de production. Fait que là, tu sais, vous avez, on a parlé serveurs, vous avez j'imagine, des designers qui font tout l'aspect front-end, puis vous êtes en Mapbox, Carto, ces technologies-là, dans le fond, ou... Alors, nous, on fait
l'équipe est divisée en deux. Ouais. Donc, on a l'équipe de data engineering, puis on a l'équipe de data viz. Okay. Donc, on fait toute la chaîne une fois, on va pas sur le terrain, nous. On récupère le data que le client est là ou qu'on doit aller récupérer de données tierces. Puis, on va... Le gros de notre travail, c'est du data engineering. C'est de créer des pipelines de données dans des environnements classiques, on va dire, avec du PostGIS en arrière, ou alors dans des environnements big data. Donc, c'est beaucoup de DBT. Nous, on tourne beaucoup avec DBT pour les ETL, pour faire du chargement puis de la transformation de données. Ça, c'est la grosse partie de notre travail. Après, au niveau visualisation, donc on a effectivement des développeurs front-end, on a un designer qui vont nous permettre de générer des produits cartographiques sur le web. Puis là, on a développé notre propre technologie qui s'appelle Géométrique, mais qui est construite autour de Mapbox.gl. Donc voilà, c'est... Le data rentre dans des pipelines, souvent il est dans PostGIS. Là, on branche un vecteur de tuiles vectoriel, puis c'est consommé par notre moteur d'affichage web qui s'appelle Géométrique. Pour le raster, on a à peu près la même formule avec des cloud géotifs qui sont servis pour être digérés par Géométrique. Ça, c'était comme un des produits qui a dérivé de ce fameux plugin Shopify là. Puis là, maintenant, on avait cette librairie-là qu'on est capable d'héberger en mode SaaS ou qu'on est capable de donner en on-premise chez les clients qui l'utilisent. Mais maintenant, ce qu'on est en train de développer, donc je pense que quand le podcast va être diffusé, il sera déjà sorti, on est en train de créer un QGIS online. C'est-à-dire un plugin de QGIS qui va te permettre en moins de 2 minutes de partir de ton projet puis de l'afficher dans une page web avec notre technologie. Et donc en utilisant PostGIS, moteur de tuiles vectoriel, pour pouvoir partager des cartes super facilement, un peu à la ArcGIS Online. Fait que ça, c'est super excitant parce que c'est comme... À chaque fois là, on est en train de récolter tout ce qu'on a semé dans les 5 dernières années, plein de petits produits qu'on a développés chacun de leur côté, puis là, on est en train de les assembler ensemble. Puis on le sait pas, hein, dans 2 ans, qu'est-ce que ça va être d'autre, mais c'est super excitant d'arriver là aujourd'hui, puis de tester, est-ce que ça va percer, tu sais? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à ça? On le sait pas encore, tu sais? C'est là où on va engager des conversations avec les gens. Puis ça, c'est en mode SaaS ou c'est... Parce que c'est dans le fond pour l'hébergement... Les deux. Fait que dans le fond, tu peux produire localement comme ton espèce d'instance puis te l'héberger ou tu peux l'envoyer sur votre infrastructure nuagique. OK. Un peu à la manière de QGIS Cloud qui est peut-être un peu moins dans des technologies... GIS Cloud, ça s'appelle. C'est un peu cette alternative-là. Là. OK. Ah ouais, c'est intéressant. Puis dans le fond, tout le style, j'imagine, vous générez le style Mapbox à partir du... c'est plus du SLD, là, c'est du QML, je pense. Là. Ah ouais, OK. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand on a développé Géométrique, c'était pas juste une librairie de visualisation géographique, c'était vraiment un truc de GeoBI. Donc, on a des graphiques qui viennent se greffer dans la légende, puis qui viennent automatiquement se construire en fonction de ce que tu vois sur la map. Donc, c'est des histogrammes qui viennent bouger, des indicateurs qui viennent bouger en fonction des filtres que tu fais sur la carte. Puis, ce qui est le fun avec ce plugin-là, c'est que voilà, tu appuies sur un piton, puis ça te génère automatiquement une carte avec des widgets géospatiaux. Ce qui est fou, c'est que ça nous a... Tu sais, depuis le début d'Anagraph, moi, c'était ma vision. Tu sais, je disais, il faut qu'on arrive à ce produit-là en partant d'une donnée brute. Puis c'est le produit qu'on générait pour nos clients, mais ça nous prenait, je sais pas, 100, 150 heures à développer. Puis là, ça prend 2 minutes à faire. Fait que c'est comme tripant de se dire, OK, là, ça nous ouvre des nouvelles portes pour... OK, maintenant qu'on a réussi à réduire... ce temps-là sur cette chaîne de valeur, ben, qu'est-ce qu'on va être capable de faire maintenant c'est cool parce que ça l'ouvre la porte à l'aspect technique qui est fait. Là, on fait de l'analyse. Tu sais, absolument. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. Là. Puis cette analyse-là qu'on peut faire sur Géométrique, elle va bénéficier qui surtout? C'est surtout, par exemple, du commerce de détail? Non, on n'est plus du tout dans le commerce de détail. Parce que... En fait, on a été... pour l'instant, on ne l'est plus. Mais on a fait des produits de site selection qui sont vraiment tripants, qui utilisent la technologie H3 pour faire de l'indexation spatiale. Là, on l'a fait avec une boulangerie à Montréal qui s'appelle le Toledo. Ouais, ils sont à Verdun maintenant. C'est ça. Mais c'est grâce à Géométrique qu'ils ont choisi leur localisation à Verdun. C'est qu'en gros,
L'entrepreneur, c'est un ancien financier. OK. Quand il a ouvert sa succursale sur le plateau, il était allé faire des études de marché, aller récolter du data, aller sur le terrain, compter le nombre de voitures, etc. etc. Ouais. Puis il s'est dit... Puis quand il a choisi sa localisation, c'était à partir de son analyse qu'il avait faite. Mais il dit, je ne vais pas faire 6 mois d'analyse à chaque fois que je vais ouvrir une succursale. Là. C'est moi, lui, il veut conquérir le Québec. Là. Fait que nous, on lui a dit, on va t'analyser chaque adresse de Montréal, d'un coup. Puis tu n'auras pas à dire, tiens, il y a un local qui est disponible, je vais caler une firme pour faire une analyse de marché là-dessus. Là. Fait qu'on a développé un moteur qui vient analyser la distance d'un compétiteur, le trafic piéton, la présence de points d'intérêt, de pôles d'attractivité, les données sociodémographiques. Puis ça vient lui donner un score sur chaque cellule H3 de Montréal qui lui dit si c'est une bonne ou une mauvaise idée de s'implanter là. OK. Fait que tu sais, on se dit ce moteur-là, on peut l'appliquer un peu à n'importe quoi. Fait que, on a fait un projet aussi avec Intelcom, ceux qui font shipping pour Amazon. Ouais. Mais ils avaient besoin de construire des entrepôts, mais c'est à peu près le même modèle, sauf que c'est pas forcément en fonction du trafic piéton ou de la présence de compétiteurs boulangers, c'est d'autres paramètres qui rentrent en compte pour faire du site selection. Fait que pour l'instant, on n'y est pas, on n'est plus trop dans ce modèle-là, mais on sait qu'on a ça qui existe, puis on va le faire en fonction de la demande. Quand il y a des gens qui vont nous approcher, on dit oui, on a ça qui existe, on va le sortir. Okay. Mais nous, aujourd'hui, on travaille plus avec... Géométrique, c'est utilisé par la CMM, par exemple, Communauté métropolitaine de Montréal, qui l'utilise comme outil de communication à l'interne pour les urbanistes, pour les développeurs, pour les élus. C'est utilisé par des firmes d'utilité publique, télécommunications, assurance, finance. On est un peu dans beaucoup de verticaux, tous les verticaux du GIS. Voilà, c'est un peu ces tales-là avec lesquels on travaille. OK. Votre T, dans le fond, c'est que vous êtes plus dans les télécoms. Supposons... on dirait que je vois toujours un peu les compagnies de GIS dans une espèce de T, là, c'est-à-dire, tu sais, t'as ton... Justement, géométrique. Tu sais, dans le sens où géométrique, dans le fond, c'est votre solution. Puis, je veux dire, cette solution-là, elle couvre à peu près n'importe quel vertical. Sauf qu'après ça, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que tu peux pénétrer tous les marchés. Puis on le voit, tu sais, juste, tu sais, la vieille guerre un peu Esri versus MapInfo, tu sais, que MapInfo était dans plus le démographique puis ces choses-là, puis Esri était plus dans les utilities. Fait que vous, c'est plus les utilities, votre vertical... Il n'est pas encore clair pour il n'est pas encore clair. Parce qu'on le fait... Ça dépend des années, mais je te dis, les marchés que je t'ai nommés, on travaille à peu près de manière équilibrée dans chacun. Maintenant qu'on a un produit qui peut être utilisé, où on a moins de services à faire, mais que c'est plus quelque chose qui va être utilisé par un plus grand nombre d'utilisateurs, peut-être ça va être les municipalités qui vont l'utiliser, je ne le sais pas. Là. Okay. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a la liberté de tester des choses, puis de discuter avec des utilisateurs potentiels. Donc, on va découvrir dans les prochains mois à qui ça va répondre le mieux. Puis un jour, on va trouver la niche, puis on va aller creuser là-dedans, puis on va partir un peu plus à l'international. Là. Mais pour l'instant, on se laisse les portes ouvertes à plein d'affaires. C'est super dur pour nous de faire des deuils parce qu'on aime travailler dans tous les domaines. Ouais, c'est autant dans le monde de la culture, de l'environnement que des télécoms, des assurances. On en a fait tellement... on a eu un de nos projets qui a représenté le Canada à la Biennale de Venise. Fait que c'était comme hyper trippant d'aller dans le monde de l'art et de la culture. On travaille pour des boulangers, on travaille pour des grosses compagnies d'assurance. Et c'est comme super le fun de pouvoir couvrir tout ce monde-là. On travaille avec des petites municipalités, on travaille avec la communauté métropolitaine. Donc c'est cool de travailler à toutes ces échelles-là. Puis à un moment, naturellement, on fait confiance à la vie. Là. On va trouver ça va se nicher plus. Ça va se nicher plus. En fait, vous êtes niché plus au niveau de la technologie que vous proposez finalement que dans les industries que vous touchez. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir à un moment. Ça sera peut-être un spin-off. Ça sera peut-être Anagra va toujours exister comme la business de service consultation en ingénierie de données, infrastructure de données spatiales. Et peut-être qu'on aura un spin-off qui sera très ciblé sur un marché particulier. Là. Ça, c'est très possible. Moi, j'ai une petite question parce que est-ce que tu sais, vous êtes beaucoup dans l'open source, vous êtes beaucoup dans
C'est-tu des choses qui font peur à vos clients, ça? Quand vous tombez dans du plus corporatif, Non. vous n'avez pas de clients qui ont été réfractaires un Tu poses-tu peu la à question? intégrer de l'open Ou je sais source? pas. Ou, Ben, je te dirais que c'est vachement plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tu sais, Ouais. quand il fallait prouver que PostGIS c'était le meilleur moteur de base de données géospatiale, il y a 10 ans, l'OSGeo existait pour faire cette évangélisation-là. Là, maintenant, on sait que Postgres, c'est le moteur le plus utilisé, clairement. Fait que c'est rendu naturel pour les équipes de TI de faire... Puis même les décideurs d'une manière générale, de dire ok, c'est pas parce que c'est open source qu'il y a plus de failles de vulnérabilité, par exemple. Tu sais, t'es pas obligé d'utiliser Microsoft ou Google, d'affaires de même. Après, c'est sûr que y a... c'est la sécurité en fait qui est l'enjeu majeur, puis l'interopérabilité. Mais est-ce que, par exemple, tu sais, comme vous, là, je vois que vous êtes peut-être pas dans la géomatique traditionnelle, tu sais, municipale ou ces choses-là, mais tu sais, quand tu rentres, par exemple, tu sais, il y a souvent une infrastructure géomatique déjà en place. Est-ce que ça crée des problématiques de compatibilité? T'sais, supposons que tu rentres dans une municipalité, c'est plate, là, mais sont souvent ils ont leur infrastructure SRI, puis tu sais, as-tu ce genre d'enjeu-là? Ou Non, parce qu'on n'y va pas. Non, Ok, c'est ça. Vous êtes Tu sais, pas- les gens qui viennent nous voir, c'est plus parce qu'ils utilisent QGIS, puis Ouais, qu'ils ont c'est ça. besoin de leverager QGIS à un autre niveau, ou qu'il y a du PostGIS qui est là. Mais après, PostGIS, il marche. Tu sais, notre techno géométrique, elle est compatible avec la solution d'Esri. Nos serveurs de tuiles, on peut les diffuser dans du Mapbox, comme on peut la diffuser dans du ArcGIS JavaScript ou du ArcGIS Online. Tout est compatible grâce à l'OGC. Ouais. Fait que l'interopérabilité, ça marche. Mais par contre, si on nous demande... Il y a des contraintes qui sont... nous, on travaille de A à Z avec Esri. Fait, non, c'est pas nous, notre cœur de métier. Il y a d'autres business qui le font, puis ils vont le faire super bien. Ouais. Donc, c'est ça. Nous, on se positionne pas sur ces Ok. trucs-là. Mais c'est ça. C'est ça. As-tu l'impression que tu laisses sur la table des segments de marché qui pourraient être lucratifs? C'est peut-être juste pas votre positionnement, dans le fond? Ou... C'est... non, parce que la tarte est grande, là. Je Ouais. veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Puis il y en a plein qui embarquent juste maintenant dans le monde du géospatial. Tu sais, qui découvrent le pouvoir des données géospatiales, puis qu'est-ce que ça peut faire, puis qui n'ont pas choisi vraiment encore leur environnement techno. Puis Esri, mine de rien, dans cette migration infonuagique, ils ne sont pas les mieux placés. Quand tu as les marketplaces qui embarquent, puis qui te permettent en quelques clics de pouvoir générer des cartes dans AWS, dans Google Cloud, Esri, ils ne sont pas là. Donc, sur ces nouveaux marchés-là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on n'a pas cet enjeu-là de se confronter à cet environnement d'Esri. Okay. Puis je pense que de toute façon, ils ont eu le monopole pendant très longtemps, puis tranquillement, ils perdent un peu cette part-là, donc le marché il s'ouvre ailleurs. Là. OK. Puis QGIS est tellement utilisé maintenant, c'est quand même hallucinant Ouais, par c'est rapport fou, à il y a hein. 10 ans. Ouais, quand même, ça l'a explosé. Ouais. Là. Avec raison, là, je veux dire, avec tous les plugins qui sortent, dont le tien qui va, le vôtre là, qui va sortir bientôt aussi. Puis, j'ai vu aussi que tu travaillais, je devrais dire que vous travaillez beaucoup avec les journaux aussi pour la diffusion de data. En fait, on l'a fait beaucoup au début comme un véhicule pour se faire connaître. Ça a bien fonctionné, je pense. Donc, tu sais, si je sors une map, si Anagraph sort une carte, tu sais, t'as un haut-parleur, mais t'as personne qui t'écoute, là. Donc, quand c'est le Devoir qui sort ta carte, là, t'as des milliers de vues et d'interactions. Donc, les premiers projets qu'on a fait avec le Devoir, c'était dès que les données sociodémographiques sortaient, donc ça en 2016, données de Statistique Canada, nous, on voulait montrer qu'en moins de 24 heures, on était capable de les cruncher, puis de les rendre disponibles dans une carte web. Donc, les revenus, les langues maternelles, etc. Puis, on les a fait avec un certain design pour que ça soit attractif, que l'expérience utilisateur soit le fun, avec le moins d'interactions. Il n'y a pas de bouton là-dessus. C'est tu zoom in, tu zoom out, puis ça te raconte une histoire. Puis ça a été vraiment un succès de faire ça avec le Devoir, ce qui fait que de 1, ça nous a permis de nous faire un peu connaître, puis de 2, ça nous a permis de tester notre quincaillerie. C'est que si tu sais que tu diffuses une carte avec
clairement, il y avait 30 millions de points sur la carte quand on a mappé chaque Canadien, puis on avait mis une couleur par rapport à la langue maternelle. Puis tu dis, si ta quincaillerie, elle roule avec 30 millions de points, puis que tu as des milliers d'utilisateurs qui la regardent, des centaines qui la regardent en même temps, et que ton serveur, il bouge pas, ça veut dire que c'est pour nous, ça prouve que la techno, elle est bonne, puis qu'on va être capable de scaler. Donc on l'a fait plusieurs fois pour les élections, pour les données sociodémographiques, puis on le fait de moins en moins parce qu'on a eu moins le temps de faire des produits un peu grand public, mais récemment, on a travaillé avec Stéphane Guidouin, qui est l'ancien directeur de la ville intelligente à Montréal, où on a fait un projet en commun sur les données de taxation. La ville de Montréal avait sorti les données de taxes de chaque lot. Et on a fait une carte en simili 3D en utilisant encore une fois l'index H3 qui permettait de voir qui paye la ville. Donc, tu sais, où est-ce qu'il y avait le plus de revenus concentrés à chaque endroit. Puis sérieux, cette carte-là, à chaque fois qu'on la sort, on a un retour qui est incroyable. C'est repartagé, c'est republié, des fois par des personnalités, parce que le visuel, il frappe, parce que l'histoire est simple à comprendre avec une seule image. Fait que, tu sais, on se sert aussi de ces médias-là pour se faire connaître d'une manière générale. Puis des fois, encore une fois, des fois on se plante, des fois on fait une carte, puis elle est trop compliquée, ça va pas marcher. Mais des fois, on arrive à scorer. Fait que c'est un beau véhicule pour se faire connaître, là. Les données ouvertes, ça a été... sans ça, Nagraph n'existerait pas, clairement. Les hackathons, ça a été aussi un gros moteur pour nous pour tester des choses, rencontrer des gens. Puis effectivement, les médias. Peux-tu élaborer un peu sur les hackathons? Il y a sûrement du monde des fois qui veulent justement valoriser un peu. C'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais il y en a encore quand même. Ouais, il y en a encore, mais il y a 10 ans, il y en avait quand même beaucoup plus. C'est des espaces souvent qui durent 24 heures, parfois 3 jours, où tu te regroupes en équipes. Parfois, les équipes sont formées d'avance, parfois c'est des équipes que tu rencontres le jour même, qui sont principalement souvent des développeurs, puis des fois il y a des designers qui viennent se plugger à ça, puis tu as comme 24 heures pour créer quelque chose sur une thématique particulière. On en a fait autour de la mobilité, de l'environnement, etc. Donc voilà, c'est des espaces de création dans lesquels à la fin tu pitches une idée, puis tu peux gagner des prix. C'est comme le concept d'une charrette, mettons, en architecture, en urbanisme, puis... de travailler ensemble. Une charrette, hein? C'est quoi ça? Vous avez jamais entendu parler? Pour moi, c'est comme tu travailles à la dernière minute sur un truc un peu... Ouais. Ça finit comme ça. Les charrettes, c'est dans les métiers de l'aménagement, même chose qu'un hackathon. C'est comme, sors-nous une idée par rapport à tel concept. Des fois, ils vont te matcher avec d'autres gens. Puis là, il faut que tu laisses aller ta créativité, puis il faut que tu travailles sur un projet, puis c'est un concours. Donc, cool. Je pense que c'est le même concept. Mais justement, ça finit toujours à la dernière minute. C'est pour ça qu'on dit que souvent les architectes, ils ont un petit peu la culture de charrette. T'sais. Ils vont travailler le soir jusqu'à 3-4 heures du matin pour finir un projet. Genre. Ouais. Mais c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'équipe ou qui ont travaillé avec nous, qu'on a rencontrés, justement, soit dans le monde de l'OSGO, soit dans le monde des hackathons. Puis on a créé un hackathon 2 années de suite avec Simon Mercier puis Nicolas Gignac à Québec, qui s'appelait le Défi GeoHack. Donc ça a eu lieu en 2013, 2011. Je me rappelle plus les années. Puis c'était en marge de l'événement de l'Association des sciences géomatiques, canadienne des sciences géomatiques, donc de la CSG. Donc, avant le colloque de la CSG, on avait fait une journée où il y avait juste des gens qui se regroupaient dans une salle pour développer, puis c'était des géomaticiens. Donc, tu sais, il y avait comme 50 géomaticiens qui venaient, puis qui se mettaient en équipe, puis qui répondaient à des défis. Puis c'est hallucinant ce qu'on est capable de produire quand il y a cette effervescence-là. Là. Fait que, ça a beaucoup... ça a contribué beaucoup au démarrage de l'entreprise, de participer ou d'organiser ce genre d'événement-là. Je me demandais, vous vendez des cerveaux, là.
Vous les trouvez où, les cerveaux? C'est quoi votre profil? Est-ce que vous êtes plus dans les... avec quoi? En Afrique du Sud. En Afrique du Tout à l'heure, il a Sud. dit qu'il y avait Non, mais est-ce que vous avez un profil, je sais pas moi, c'est-tu des ingénieurs géomatiques qui sortent? C'est-tu des gens, des génies informatiques? Ouais, c'est ces deux profils-là. C'est ces deux profils-là principalement? Ouais. Puis, comment on les trouve encore une fois, le réseau commence à grandir, puis Anagraph commence à être connu, donc il y a un match qui se fait là-dessus. Là. C'est qu'on sait à peu près avec qui on aimerait travailler, donc on arrive à spotter des gens qui fit avec cette culture d'entreprise-là. Mais on a fait encore une fois des essais, des erreurs, à embaucher des géomaticiens, mais qui a migré vers des nouvelles technologies un peu compliquées avec du Spark, etc. Ça ne fitait pas. C'était des très bons géomaticiens dans un environnement de GIS, mais dans notre environnement où on n'a pas de GIS bureautique, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment pas évident à trouver. Puis c'est vraiment un fit organisationnel après. Mais il faut que ça soit des gens curieux, il faut que ce soit des gens autonomes. Puis malheureusement, en fait, le monde de la géomatique est petit. Mais par contre, le monde de l'information, des TI d'une manière générale, est assez large. Donc on arrive à trouver des pépites là-dedans. Des gens qui sortent de Polytechnique, puis qui en 3 jours ont compris comment PostGIS marchait, puis faisaient des requêtes spatiales incroyables. La TACO fait « Ok, ça nous ouvre des portes ». Fait que ça, c'est le fun, parce que les nouveaux cerveaux, là, les jeunes qui sortent, qui codent depuis qu'ils ont 10 ans, là, ça devient un bassin d'employés super intéressant. L'enjeu, c'est que c'est très, très, très concurrentiel en ce moment. Je veux dire, c'est toutes les grosses business, c'est sans parler Facebook, ou etc. Mais ça peut être aussi des startups. Tu sais, Element AI, à un moment, à Montréal, drainait tous les cerveaux en intelligence artificielle. Donc, tu sais, à un moment, tu essayes d'aller chercher des stagiaires ou des employés. Non, parce que ça partait beaucoup dans ces entreprises-là. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué, là. C'est d'arriver à être compétitif pour pouvoir... offrir à ces gens-là un environnement le fun, avec des conditions de travail qui seraient capables d'avoir ailleurs. Là. Donc c'est pas évident, mais je suis très confiant, encore une fois, du fait qu'on est très calqué sur des bases TI qui sont utilisées par les gens de TI, puis que les jeunes qui sortent, ils sont curieux, ils sont dynamiques, fait que... On arrive à trouver des bonnes personnes. Là. L'équipe, elle est géniale. Là. Je vais prêcher un peu contre ma paroisse, là, puis je vais peut-être me faire garrocher des tomates, là, mais... Tu vas couper ça au montage ou quoi? Mais j'ai l'impression que c'est plus facile... Vas-y, je m'avance là. J'ai l'impression que c'est plus facile prendre un ingénieur informatique puis lui donner une base GIS que l'inverse. De prendre un GIS puis de l'amener vers, tu sais, je sais pas moi, programmer. Tu peux pas prendre n'importe qui en GIS pour programmer. Non, l'esprit des gens de GIS peut aller dans tellement de sens. Tandis que, tu sais, quelqu'un qui va se mettre à programmer, je pense qu'il faut que ton esprit soit paramétré d'une telle façon. Là. Mais ouais, c'est ça, en tout cas. Moi, je pense que j'ai l'impression que... Puis j'avais comme un peu l'impression aussi que c'était ce que nous donnait notre invité là, de chez Corem qui était venu précédemment, là, que c'était plus simple de prendre quelqu'un de TI puis d'y donner un mindset géo que l'inverse. Mais c'est plus simple, puis surtout, le bassin est beaucoup plus large. C'est le bassin de personnes qui sortent de TI, il est beaucoup plus large. Fait que oui, c'est un petit peu plus facile de prendre quelqu'un de TI, un gars qui programme, puis de l'emmener vers le géo que l'inverse. Par contre, la personne de géo, elle amène une expertise qu'elle seule connaît au niveau de la gouvernance des données, puis aussi au niveau de... Limite, elle va les coacher, ces gens-là. Là. Exact. C'est que sur toutes les méthodes de traitement géospatiaux qui peuvent exister, il y a qu'elle qui sait le faire, là, sur la précision de la donnée, sur les histoires de projection, sur... même au niveau raster, les gens de géomatique, ils ont encore une game d'avance par rapport aux autres. Là, tout ce qui est traitement raster. Ouais, je comprends, ouais. Donc, mais aussi, peut-être, là, corrige-moi si je me trompe, du fait que vous touchez plusieurs industries, vous n'allez pas nécessairement chercher des spécialistes comme, par exemple, des urbanistes, des économistes ou peu importe. Non, on va les chercher en tant que partenaire externe quand on en a besoin. Donc vous en allez en chercher quand même. Mais je te dirais que les gens chez Anagraph, donc il y en a des gens qui ont juste une formation de développement en TI, puis on a aussi l'autre partie qui a juste une formation
géographique d'une manière générale. C'est géomatique ou géographie ou urbanisme. Mais c'est toujours des gens qui ont un peu de deux casquettes. OK, ouais. Donc, tu sais, Mais notre souvent, les design- géomaticiens, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est des généralistes qui savent c'est détourner de la géographie. Là. On est bon à s'entourer et puis à savoir ce qui existe puis à qui faire affaire derrière. Là. Fait que on a un peu ces profils-là, puis ça dépend des moments. Des fois, on va faire plus appel à un géomaticien, des fois, on va faire plus appel à un gars de TI. Mais on n'a pas besoin effectivement de spécialistes en tant que tel. Si on en a besoin, ça va être à la pige qu'on va aller chercher des gens spécialisés. Comment ça se passe à la pige? T'as quand même un carnet d'adresses ou... Oui, à force, ça commence un petit peu, mais c'est rare. Très sincèrement, c'est rare qu'on ait besoin parce que les spécialistes, c'est nos clients. Eux, ils connaissent leur marché, ils connaissent leurs produits. Ils sont impliqués dans le mandat. Puis nous, là où on s'est rendu compte, notre force, c'était d'arriver à faire parler les gens de TI et les gens de géo. Parce que nous, on connaît les deux langages. Puis... grâce à notre expertise, on arrive à faire que les deux se parlent. Et puis, j'ai parlé plusieurs fois de l'index H3, là, ce fameux index hexagonal. Ça, c'est clairement le pont qui est en train de se passer entre ces deux mondes-là, là, entre les data analysts, data engineers, puis les gens qui font du géospatial. Puis cet index-là est en train de changer un peu la game sur comment tu vas faire de l'analyse de données. Parce qu'une fois que le data est accumulé, agrégé et qui peut être pivoté sur des index H3, tu peux laisser la géographie de côté, puis faire plein de manipulations statistiques, de traitements qui n'ont plus besoin d'avoir des opérations spatiales par-dessus. T'enlèves les joins, etc. Là. Fait que ça permet à ces deux mondes de se parler. C'est vraiment une espèce de passerelle qui est super intéressante. Puis ça a comme... Des fois, on vient libérer, un peu comme des acupuncteurs, là, on vient libérer des tensions qu'il peut y avoir dans des organisations parce qu'il peut y avoir de l'incompréhension entre ces deux mondes-là. Là. OK. C'est intéressant. Ça non, pour vrai. Non, mais... mais en fait, je me disais, tu sais, je pensais à l'index H3, puis dans le fond, grosso modo, ben là, peut-être, j'ai jamais travaillé avec H3, mais l'avantage d'un H3 par rapport à une matrice... Mais c'est juste que donc, l'index H3, ça a été créé par Uber, la compagnie de taxi, qui ont créé... Donc, l'idée, c'est de créer des hexagones à une vingtaine de résolutions qui couvrent le globe au complet. Donc, les plus gros hexagones, quand tu es à un zoom, je ne me rappelle plus si c'est le 1 ou si c'est le 20, il va y avoir peut-être 10 hexagones qui vont couvrir le globe, mais le plus petit hexagone va faire quelques dizaines de centimètres. Okay? Mais chaque hexagone a un identifiant unique qui ne va jamais changer. Donc, tu vas toujours être capable de le retrouver en fonction de sa localisation parce que ça ne va pas bouger. Donc, tu pourrais te faire un grid et une matrice de pixels, etc., puis qui va être spécifique à ton projet, mais il y a plusieurs index qui existent. Tu as le H3 hexagonal, mais tu as Google qui en a sorti un, je pense que c'est le S2, qui est plus des rectangles, mais celui de Uber couvre parfaitement le globe et te permet en fait de... Maintenant, il y a des extensions qui existent. Donc, dans PostGIS, c'est une extension H3. C'est facile d'en faire avec QGIS, avec ArcGIS. Puis maintenant, même Snowflake ou Databricks viennent imbriquer directement ces trucs-là. Mais ça te permet de faire des calculs hyper rapidement sur des très gros volumes de données. Donc, c'est surtout ça, sa force. Là. Puis, il n'y a pas de déformation en fonction de sa place sur le globe, etc. Fait que il y a des choses... assez trippante à faire avec ça. Ouais, quand même. La forme hexagonale, je pense qu'elle est assez optimale. Puis ça te permet de faire des croisements entre plein de sources de données différentes. Parce que quand tu as des données de StatScan qui arrivent avec des aires de diffusion, par exemple, la forme de ton aire de diffusion va toujours changer. Elles sont petites à Montréal parce qu'en gros, c'est à peu près 2000 personnes. Donc, tu vas avoir des très petits polygones à Montréal, des très grands polygones qui sont à l'extérieur de l'île, alors que la forme hexagonale, elle va être pareille partout. Donc, quand tu commences à éclater de la donnée, donc ça peut être des données démographiques, mais ça peut être des données de trafic, ça peut être des données environnementaux. Mais là, tu peux créer des scores de localisation et ensuite, tu vas pouvoir croiser toutes tes colonnes ensemble sur chacun de ces hexagones. Donc, tu sais, pour Toledo, c'était exactement ça. Là. Le coup de la boulangerie, c'est tu découpes Montréal en hexagones. Pour chaque hexagone, tu vas croiser l'information sur le trafic, la distance des points d'intérêt, des compétiteurs, nanana. Puis ça devient de créer un score ou un indice là, de 0 à 100 sur chaque hexagone. Puis tu es capable de le scaler ça sur le Québec après au complet ou sur le Canada. Là. Fait que c'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir scaler ça
surtout sur ceux qui couvrent des grands territoires. Là. Ouais. Nice. Visuellement, c'est beau en plus. Moi, je l'ai vu. Là, Ah ouais, c'est clair que ça marche. Ah, super super beau, fait. Des coups. Ça ressemble à quoi l'avenir pour Anagraph? Il a touché quand même quelques éléments. L'avenir pour Anagraph, très sincèrement, l'avenir va nous le dire. T'es-tu le genre de personne qui se fait genre des plans sur 3 ans, 5 ans? Non, on se fait de plans de vie, oui, mais en même temps, on est plus en mode, on check sur l'année prochaine sur où on veut aller. Anagraph n'a pas pour ambition d'être une business avec 100 employés dans 3 ans. Là. On est en croissance organique, puis on le fait avec le mode de vie. Tu forces rien, genre. Ouais. Je veux dire, on prend des décisions pour arriver à faire que, on n'est quand même pas lazy, là. On prend des décisions pour faire que ça roule, puis on veut de la croissance pour mieux servir nos clients, puis pour mieux développer nos produits. L'avenir, c'est ça. Ça va être surtout l'exportation. Donc, le marché québécois, il est ce qu'il est. C'est pas grand, c'est dur de travailler avec le monde public, municipal, gouvernemental, c'est l'enfer. Donc, il va falloir qu'on ouvre le jeu, puis qu'on aille dans l'Ouest, qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille éventuellement en Europe. Donc, c'est en ce moment, c'est ce qu'on est en train de tester, là. Okay. C'est comment notre position, notre offre de valeur, elle va être capable, notre proposition de service, elle va être capable de fitter sur ces nouveaux marchés-là. Donc, il y a des analyses de marché à faire par rapport à c'est quoi les compétiteurs, c'est quoi la maturité du marché. C'est pour ça que j'étais en Europe au début de l'automne. Là, on va tester un petit peu plus aux États-Unis. Donc, clairement, à court terme, c'est ça, c'est ouvrir le jeu pour aller offrir nos services ailleurs, puis continuer à tester, innover, parce que là, c'est comme, il y a plein de choses encore. Les lignes bougent beaucoup. Par exemple, là je parle d'H3 qui est vraiment un truc cœur, mais il y a des nouveaux formats comme le géoparquet qui débarque, qui fait qu'est-ce que ça va changer dans la game. C'est encore très difficile à voir comment ça va s'intégrer dans les outils en place des gens de GIS aujourd'hui. Donc c'est toujours continuer à scanner ce qui arrive, puis voir comment ça va avoir un impact sur nos clients. Avez-vous un petit intérêt pour tout ce qui est AI, jumeaux numériques, c'est-tu des choses que vous explorez? Ou... On regarde, oui, mais encore une fois, par exemple, on a travaillé avec Jakarta, on a développé leur visualisateur qui s'appelle Jakarta il y a 4-5 ans. Là. Donc, effectivement, le volet 3D jumeaux numériques, il y a forcément de l'intérêt. Le fait, quand ça va arriver des jumeaux numériques, ça va encore une fois ouvrir des portes qu'on ne connaît pas encore, en réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, etc., etc. Donc, on se garde, pour l'instant, on ne peut pas tout faire. Non, donc ça, c'est comme laisser de côté, mais on sait que les technos, les tuiles vectorielles 3D, ça existe, comment tu fais des nuages de points, etc., comment tu les diffuses. Ça, on le sait comment faire, mais on n'a pas de clients qui nous demandent de le faire. Donc ça, pour l'instant, c'est sur la glace, mais on le sait que ça va arriver à un moment, puis on sera prêt pour ça. Au niveau de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un gros mot, l'intelligence artificielle. Du machine learning, clairement, on n'en fait pas aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas eu le besoin, mais c'est fort possible que ça s'en aille vers ça, vers de l'analytique, justement sur de l'imagerie. C'est plus sur de l'imagerie que ça risque d'arriver à court terme. Mais sinon, c'est de la science de données spatiales, de la création d'insights par rapport aux données qui existent aujourd'hui. Donc, c'est toute la partie engineering. Des modèles prévisionnels. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des modèles prévisionnels sans faire du machine learning. Là. Ah oui, tout à fait. Donc voilà. C'est pas mal ça. Mais l'avenir, c'est surtout de continuer à offrir un environnement de travail pour les gens d'Anagraph dans lesquels ils s'épanouissent, puis qu'on ait un espace qui soit le fun, là, qu'on peut créer, puis qu'on soit capable de tester des affaires. Y a-tu des ouvertures s'il y a un géomaticien Mais nous, on est toujours ouvert à rencontrer des gens clairement. Là. Fait que c'est clair. En ce moment, il y a un poste qui est ouvert là, en ingénierie de données, justement, mais c'est ça, c'est toujours en fonction du fit que ça va passer, fait que c'est ça. Ok, très cool. Mais l'avenir est le fun, pour vrai. Ce qui est cool, c'est que, c'est
c'est le début, enfin c'est pas le début, c'est Luc Vaillancourt va te dire que c'est le jour de la marmotte puis que c'est le début depuis 20 ans là, mais ou même 40. Mais c'est clairement la donnée géographique, le pouvoir de la donnée géographique émerge encore. Puis les produits à valeur, dans la chaîne de valeur de la production, la création de maps et la création de produits à valeur ajoutée sur les location-based services, là, c'est en train d'arriver. Fait que, moi, je suis super content puis optimiste parce que le monde, il est en train de s'ouvrir sur le potentiel de la magie de ce que font les géomaticiens. Fait que, moi, je suis super confiant sur le fait que mon entreprise puis toutes les entreprises qui travaillent dans le monde du géo d'une manière générale vont avoir du plaisir dans les prochaines années, là. Ouais, ben je pense, encore une fois, tu sais, moi j'ai l'impression que là, on a du data. Tu sais, je pense qu'une entreprise comme la tienne reste pertinente parce que faut l'analyser, cette data-là, puis il faut le diffuser, puis j'ai comme l'impression qu'on a un goulot d'étranglement à ce niveau-là, présentement, là. Puis, Oui. Non, clairement, mais c'est aussi, ça engendre plein de problèmes, là, la génération de trop de données. C'est même au niveau environnemental. Ça réchauffe la planète. Les serveurs qui réchauffent. Exact. Non, c'est clair. Donc, oui, puis, tu sais, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, là, mais tout ce qui est edge computing, par exemple, qui te permet de faire du traitement de données avant que ta donnée elle arrive dans ton entrepôt, que ce soit un cimetière de données. Il y a beaucoup le terme de lac de données, océan de données, mais des cimetières de données, il y en a tellement. Fait que, tu sais, ils disent tout le temps, le data, c'est le pétrole, c'est la nouvelle énergie, là, pour n'importe quelle entreprise. Mais c'est clair qu'il faut la manipuler de manière intelligente parce que ça peut vite être quelque chose qui ne sert à rien si elle est mal exploitée. Fait que, de toute façon, c'est ça. Hein. La science des données, de manière générale, c'est une voie d'avenir. Puis, celle géospatiale, ben, on a la chance de pouvoir être quasiment les seuls. Donc, je ne parle pas juste anagraphes, mais les géomaticiens pour exploiter ça. Là. Hey, très cool. Moi, ma bière est finie. Ouais, là, on va terminer ça. Non, on n'a plus de bière. Hein. C'est ça, malheureusement. On va terminer ça mais on va se faire acheter dehors. Fait que, exact. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant. Ben, merci à vous. Puis, Jonathan, est-ce que tu veux faire tes remerciements? Ah oui, je veux faire mes remerciements. Donc, merci à Nicolas. Merci à vous. Merci à toute l'industrie du géospatial. Merci à nos partenaires. Merci à toi, Charles. Merci d'être toi, Charles. Merci. Puis, aux étudiants qui nous écoutent, continuez à nous écouter. Je pense que, vous, en plus de ça, il y a beaucoup d'entreprises, mais également des sociétés publiques là, qui peuvent vous inspirer là, sur le genre de carrière que vous pourriez avoir. Partagez. On est sur Facebook, YouTube, Instagram, sur Spotify aussi si vous voulez nous écouter dans votre voiture pendant que vous êtes en transition. On est sur LinkedIn. On est sur LinkedIn. On est fort sur LinkedIn. Ouais. Donc, suivez-nous. Et voilà. Eh bien, merci et à la prochaine.